Avant de laisser la parole à Claire Sauvager qui va faire, comme tout à l'heure, une petite introduction de ce deuxième temps de la matinée, juste une petite précision pour ceux qui sont inscrits à un atelier cet après-midi. Vu qu'on a un petit peu de retard ce matin, on vous propose de commencer, de décaler d'une demi-heure, c'est-à-dire de donner rendez-vous plutôt à 14h30 à Stéréolux. Sachant que si vous êtes là dès 14h, il y a un temps de restitution, comme je disais, enfin un espace de restitution des ateliers qui ont eu lieu dans le cadre de ce cycle, qui lui sera ouvert, accessible, etc. Donc vous pourrez, si vous êtes un peu en avance, profiter de ce temps-là pour découvrir les résultats des ateliers. Voilà, donc petit décalage de planning qui vous permettra de manger, ou en tout cas de profiter de la pause plus sereinement. Voilà, j'en dis pas plus. Merci Martin. Donc niveau temps, là on va jusqu'à 13h, on est d'accord, parce qu'il est 11h45. C'est ça, okay. C'est ça, allez. Voilà. En espérant que vous pourriez tous rester. On y va, voilà, donc les intervenants de la deuxième table ronde, que je représenterai tout à l'heure, mais ça vous donne une idée. Et puis donc Claire Sauvaget, qui est artiste plasticienne, art contemporain et art numérique, va commencer par nous présenter son travail. Bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie de cette invitation parce que je suis très contente de découvrir Nantes et de découvrir aussi les activités de Stéréolux et de la revue sur mesure. Donc, je viens de Toulouse. J'ai une activité d'artiste donc, depuis à peu près 6 ans. Et je vais vous parler, justement, je vais introduire un peu cette dimension de ville invisible, où je vais vous expliquer en fait un projet d'une œuvre qui s'appelle Mental Map, qui est une installation de sculpture en impression 3D, qui est liée donc à ces notions de carte mentale. Donc voilà, alors moi je travaille, ma démarche artistique de manière globale se situe sur la relation donc, qui est très très personnelle de ma relation à la ville. Et puis bon, ça s'élargit dernièrement sur la relation de la ville et de la nature, etc. Mais voilà, je vais vraiment centrer ma présentation sur une œuvre donc, qui s'appelle Mental Map. Alors, comment cela s'est passé? Donc là, on a eu ce matin, tout à l'heure, des explications assez techniques. Donc moi, je vais plutôt orienter ma présentation sur quelque chose de très 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 subjectif et évidemment artistique. Alors vous allez le voir. Donc c'est un projet que je vais faire tout au long de ma vie, qui a commencé il y a 10 ans, qui était d'abord sur des carnets. Donc je dessinais des cartes mentales, c'est-à-dire que quand je me déplaçais donc en ville, que je faisais donc des déplacements obligatoires, donc le trajet quotidien, je faisais des cartes sur mes carnets. Et ces cartes, je les dessinais, elles étaient donc sur des carnets de ce type-là. Et je prenais pas ce phénomène comme quelque chose qui pouvait être important. C'était une sorte de pratique comme ça, très individuelle. Et puis j'ai commencé donc à faire une première carte. Voilà, donc ça c'est une première carte. Donc là, c'est la toute première carte que j'ai dessinée. On voit donc ma maison, qui est ici. Et puis tout un ensemble de lignes et de petits schémas. Alors là, c'est tout très petit, on ne voit pas très très bien, mais il y a un petit M, après il y a des petits escaliers, il y a un petit tourniquet, il y a des escaliers, etc. Et c'est tout le trajet que je fais au sein de la ville pour arriver à mon lieu de travail. Et donc là, j'étais en stage à l'époque au musée des abattoirs, qui est le musée d'art contemporain à Toulouse. Donc c'est une des premières cartes. Et puis j'ai continué dans cette expérimentation au départ. Et je me suis rendu compte en fait que ces cartes, ce que je visualisais en même temps que je me déplaçais, je voyais des lignes violettes, lumineuses, je voyais tout un ensemble de caractéristiques en fait, de symboles, etc. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que cette visualisation qui est très intérieure et mentale, d'où elle provient, quelle est la nature de ces représentations mentales, qu'est-ce que sont les représentations mentales,
pourquoi j'ai ce phénomène qui me vient, etc. Au départ, je pensais que c'était un phénomène qui était collectif, que tout le monde avait ce genre de choses, expérimenté ce genre de choses. Et puis, quand j'ai commencé à parler, à l'époque j'étais étudiante, quand j'ai commencé à parler de ces phénomènes-là, tour à tour, les gens me demandaient, mais je ne comprends pas pourquoi c'est violet, comment ça, tu vois des lignes, comment ça, non mais voilà, donc il fallait que j'explique à chaque fois. Donc je suis allée, j'ai cherché un petit peu, j'ai cherché qu'est-ce que c'était, et je me suis rendu compte que j'avais une forme de synesthésie. Alors la synesthésie, c'est quand on fait des associations par rapport à... On a un phénomène, par exemple une synesthésie courante, quand on pense aux chiffres, on voit des couleurs. Enfin, quand on pense aux chiffres, on voit des couleurs. On a aussi chiffres et couleurs. Et c'est invariable. On a la même chose sur les lettres. Voilà, donc il y a des artistes, il y a aussi des scientifiques qui ont ce genre de phénomène, et puis il y a des chercheurs aussi qui travaillent sur la synesthésie, de voir en fait qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on a ce phénomène-là. Alors moi, j'ai pas fait d'études approfondies sur la synesthésie, ni même de tests, parce qu'il existe on peut passer des tests pour savoir si on est synesthète. Donc j'ai pas fait ces tests-là, mais par contre, j'ai vraiment ce genre de perception quand je me déplace. Plus je me déplace, plus je répète un trajet, et plus une forme se dessine dans mon esprit. Cette forme se dessine, donc elle a différentes caractéristiques, et en fait, je me suis rendu compte que cette forme, elle était tridimensionnelle. C'est-à-dire que quand j'allais dans le métro, donc il y a beaucoup de cartes qui sont liées au métro, je vais donc dans le souterrain, et donc du coup, la forme va en 3 dimensions, donc elle va dessous. Donc c'est quelque chose qui est mental, et j'avais besoin de lui donner une forme. Et pendant très longtemps, j'ai laissé cette idée de côté. Et puis, alors je l'ai fait au niveau sonore, je l'ai fait au niveau vidéo, j'ai travaillé d'autres médiums, d'autres outils pour essayer de traduire ce qui se passait. Et puis j'étais en train de faire un projet d'installation vidéo interactive. Il y avait une partie de cette installation vidéo interactive où il y avait la gestion de capteurs. Je suis allée dans un Fab Lab. Alors les Fab Labs, je pense que vous devez connaître, sont des lieux en fait où on expérimente, dont on partage en fait des savoirs. Et il y a des différents types de machines. On peut utiliser des machines, c'est associatif. Et là, il y avait des imprimantes 3D. Au départ, quand j'ai vu les imprimantes 3D, j'ai pas du tout compris l'intérêt que pouvait m'apporter l'impression 3D. D'ailleurs, au départ, j'avais eu un jugement négatif, j'avais un préjugé sur ces outils-là, en me disant « Ah, ben encore une machine où on va produire des objets, des coques de portable », parce qu'en fait, je voyais tous les gens qui faisaient des... Voilà. Et puis, il y avait des étudiants en architecture qui faisaient leurs maquettes et qui produisaient leurs maquettes. Donc moi, j'ai eu un premier contact avec le milieu des architectes. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, je suis amenée des fois à parler de mon travail dans un contexte où il y a des architectes. Et là, en voyant leurs maquettes, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose qui est hyper fort, ça m'a sauté aux yeux. Je pourrais modéliser en fait mon trajet en 3 dimensions, puisque je le perçois en 3 dimensions. Donc c'est ce qui s'est passé. Et donc là, j'ai créé des sculptures de chaque carte. Donc là, c'est la même carte. Donc chez moi est à droite. Donc voilà, donc là si je fais la narration de la sculpture, ça donne que je sors de chez moi, je vais à droite, puis ensuite je prends une rue, je tourne à gauche, puis à droite, j'arrive au métro, je descends les escalators, j'arrive, je valide le ticket, donc là il y a une espèce de tourniquet, puis je reprends les escalators, etc. Donc il y a toute une narration comme ça qui se fait
toute moi j'appelle ça des micro-histoires du quotidien, jusqu'à arriver à mon lieu de travail. Donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est une photo de la sculpture. Ce n'est pas une représentation 3D de la carte. Donc voilà, donc là on voit un petit peu mieux. Là, on est donc dans l'installation, donc qui prend l'espace. Du coup, les sculptures sont suspendues avec du fil de pêche quasi invisible, qui est très très fin. La lumière noire est au-dessus, et les sculptures sont au-dessus de socle. Et la pièce, là, une partie de la pièce est recouverte de pendrillons, de moquettes, et puis le plafond est également noir. Ce qui fait qu'on a cette sensation de rentrer concrètement dans l'espace, quoi. Donc on a des formes comme ça, quasi holographiques, sans gravité, puisque le fait de les suspendre, si on ne les touche pas, on a vraiment l'impression qu'elles flottent. Et il y a une sorte de déconnexion avec la réalité du trajet. C'est-à-dire qu'au départ, on ne voit pas que ce sont des cartes mentales. Ce que l'on voit, ce sont on peut voir des vaisseaux, on peut voir des architectures, on peut voir des maquettes, on peut voir des animaux. Il y a des gens qui voient tout à fait autre chose par rapport à ça. Et quand on regarde de près, on commence à voir des escaliers, on commence à voir des logos, il y a le N de métro, on commence à voir autre chose, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, parce que je révèle en fait à la fois, je donne forme à des représentations mentales qui sont par essence, on ne peut pas les toucher, et je les rends tangibles par la sculpture. Et en utilisant la modélisation 3D, je leur donne une forme. Et ce qui est intéressant avec la modélisation 3D, c'est que on enlève la gravité, en fait, quand on dessine. Il n'y a pas de phénomène physique. Donc on a une forme comme ça qui est suspendue dans un espace qui est vide. Et de la même manière que moi je visualise ces trajets dans ma tête, je les visualise dans un espace qui est noir, sombre, et cette forme est lumineuse à l'intérieur. Et elle n'est pas soumise à la gravité. Donc du coup, il y avait quelque chose qui était très fort pour moi dans le processus, et aussi dans ce que j'avais envie de dire. Ensuite, il y a un autre volet. Donc là, ça c'est vraiment sur la notion de carte, de cartographie mentale, d'expérience. Donc là, vraiment, on est dans quelque chose de très subjectif. L'approche artistique, là, est vraiment dans une tranche très individuelle, puisque c'est ma propre expérience. Et par l'art et par la création de cette installation, j'invite les gens à réfléchir sur quelle forme de représentation mentale on a. Donc je sensibilise à cette chose qui peut arriver à chacun de nous. Et aussi je poétise un trajet qui est obligatoire. Donc voilà, donc le propre des mental maps, l'existence de chaque sculpture est liée au fait que c'est un trajet qui est répété et où je vais au travail. Donc c'est domicile-travail. Je ne représente pas des balades ou des déambulations qui sont liées au loisir. Je représente des trajets qui sont liés au travail. Donc, qu'est-ce que ça a comme enjeu ? C'est que ces trajets-là, en général, quand on va à son travail, on pense à son travail, on ne pense pas au moment où on est en train de faire ce trajet-là. Donc on oublie complètement ce pan-là de notre vie. Même parfois, si on est dans des grosses villes avec une grosse densité et que ça peut être vraiment, vraiment pénible, donc je redonne une valeur à quelque chose qu'on a laissé de côté. Et ça, pour moi, c'était important pour moi personnellement, mais c'était important aussi à communiquer, de rendre
la capacité que l'imaginaire a de rendre meilleur voilà, un vécu qui est collectif. Ensuite, à travers ce projet-là, je le poétise, donc je le rends merveilleux. Il y a une sorte de réenchantement du monde. On voit des trajets comme ça qui peuvent être des vaisseaux, ça peut être des animaux. Les enfants, ils arrivent, ils voient, ils disent ah c'est Star Wars. Bon voilà, on est dans totalement autre chose. Donc, et il y a aussi ce partage de on a envie de retrouver par où je suis passée. Donc les enfants le font spontanément. Quand ils arrivent devant la sculpture, ils s'imaginent être un utilisateur qui va là, à tel endroit, à tel endroit. Donc il y a une relation comme ça qui se fait avec la ville. Donc ça, moi, j'aime beaucoup les voir faire. Et puis, il y a aussi, même si c'est joli et merveilleux, il y a un autre pan dans le travail qui est que j'exprime, quand on regarde les formes, c'est rectiligne, c'est carré, c'est droit, il y a une sorte de machinerie, il y a comme des rouages. Et là, c'est aussi comment l'architecture influence les représentations mentales, à savoir que je trace quoi. Donc comme je trace, je fais pas ça, je trace et je fais des lignes droites. Ce qui fait qu'on voit aussi, comment dire, une forme de solitude quoi. Je suis toute seule dans ce trajet-là. Et ça, certaines personnes le perçoivent, d'autres ne le perçoivent pas. Voilà. Et quand j'étais en train de faire ce projet, je me posais la question de savoir si les personnes comment une personne aveugle se représente les déplacements. Et j'ai rencontré, j'ai recherché, je suis allée à l'Institut des jeunes aveugles à Toulouse, j'ai cherché auprès des associations, et à chaque fois, les personnes avaient des souvenirs de la vue, donc je voulais vraiment quelqu'un qui est quasiment pas de vue. Bon, en réalité, quand on dit une personne aveugle, ce sont des personnes malvoyantes, donc il y a énormément de personnes qui en fait ont des perceptions visuelles. Et j'ai rencontré une personne qui a eu une maladie, et à partir de l'âge de 3 ans, le nerf optique était obstrué, donc pas de souvenir de vue. Et on a eu beaucoup d'échanges autour de ça, et elle me disait, mais moi si je devais représenter mon trajet quotidien, ça serait tout ce que je perçois à travers ma canne, et donc moi quand je m'oriente dans la ville, ce que je veux c'est les accidents sur le trottoir, parce que ça m'aide à me repérer. Aujourd'hui, quand je me retrouve dans une grande place où il y a des dalles qui se répètent, c'est hyper angoissant, parce que je ne sais pas où je suis. Il faut que je compte le nombre de dalles pour savoir où je suis. Et quand je découvre une ville et que je ne la connais pas, je cherche les accidents, quoi. Donc les endroits où je vais avoir un point de repère. Donc sa carte mentale n'aurait jamais été rectiligne. Et ça m'a renvoyé à ma propre perception, à l'intériorisation que j'ai fait de l'architecture aujourd'hui, qui en tout cas, moi je la ressens, je peux la ressentir pesante. Voilà. Donc, merci beaucoup, et je vais laisser la parole à Marie. Merci Claire, oui, je vous en prie, installez-vous. C'était une super présentation, hein, une belle introduction à la deuxième partie sur la ville invisible. Oui, merci Claire, merci Marine. Je vais inviter les participants à la deuxième table ronde à nous rejoindre sur le devant de la scène. Donc Thomas Leduc, Catherine Dominguez et Clémentine Laurent-Paul. Voilà, donc installez-vous. Et puis Marine, je vous laisse continuer. Donc cette deuxième table ronde porte sur le thème de la ville invisible, cette fois, dont on va explorer les différentes dimensions qui sont assez diverses en elles-mêmes. Alors, on a là 4 intervenants que je vais présenter rapidement pour qu'on sache à qui on a affaire.
Donc on l'a vu, Claire Sauvaget déjà, artiste plasticienne. Donc je passe à Thomas Leduc. Thomas Leduc qui est ingénieur de recherche au CNRS et directeur du Créneau, la fameuse équipe du laboratoire AAU, dont on a parlé tout à l'heure et de laquelle fait aussi partie Vincent Tour. On a aussi donc Catherine Dominguez, donc, qui est chercheuse à l'IGN et membre de l'atelier cartographie sensible, cette fois-ci de l'école des hautes études en sciences sociales, et plus particulièrement qui travaille sur la question du traitement automatique des langues, quoi, hein, la relation avec justement la cartographie tout à l'heure. Et puis Clémentine Laurent-Pols, qui est architecte des PSG, enseignante et chef de projet au Design Lab Ville Durable de l'école de design Nantes-Atlantique, et qui travaille sur les questions de perception sensorielle de l'espace. Donc ça fait quatre dimensions qu'on va explorer de la ville invisible. Alors, une petite introduction à ce sujet. Alors, voilà, la ville invisible, c'est un terme très joli terme, effectivement, mais on sent bien que ça recouvre des dimensions multiples. Donc là, c'est celle qu'on a voulu appréhender. On est sur des choses qui sont assez différentes, enfin, puisqu'on va avoir des choses dans l'invisible, enfin, qui sont liées à des problématiques de représentation d'échelle, entre le microscopique et le macroscopique. Et donc on est plutôt sur des questions effectivement de traitement, de raffinement de la donnée ou de certaines formes d'appréhension de l'espace, hein, qu'on souhaite objective, en tout cas cartésienne, disons. Mais il y a aussi une part de la dimension de la ville invisible qui concerne ce qu'on vient d'aborder là, c'est-à-dire toute la part subjective. Et à l'intérieur même de la subjectivité, il y a la question de ce qui émane du sujet en tant que tel, en tant que producteur d'une représentation, mais aussi la question de la subjectivité en tant que représentation elle-même, c'est-à-dire que la part imaginaire de cette représentation. Et puis, il y a aussi la part sensible. Donc là, on est sur d'autres formes de perception où on va plus s'appuyer sur la sensorialité, la sensibilité. Donc c'est extrêmement finalement protéiforme et polymorphe, la question de la ville invisible. C'est pas évident de tout traiter, mais on voit que c'est un champ d'exploration qui s'ouvre et qui est assez passionnant. Donc on va du coup s'intéresser aussi à la question de ces fameux outils de représentation et les modes d'appropriation de cette dimension de la ville. Il y a des gens aujourd'hui qui travaillent sur cette question-là, comment on les représente, par quels outils, pour quoi dire, quoi faire. Et avec effectivement deux formes d'expression possibles, hein, qui sont celles qui font recours au high-tech, hein, comme on l'a vu plus tôt ce matin, sur tout ce qui est utilisation des data, de la vie numérique, mais il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus de l'ordre, disons du low-tech, enfin plutôt de la méthodologie d'appréhension, des processus, et donc on est aussi amené à inventer des outils de ce type qui sont des choses qui peuvent être d'un usage plus spontané, qui n'ont pas forcément besoin des machines pour fonctionner. Donc voilà, comment tout ça s'articule, quels sont les champs de recherche en cours, c'est ce qu'on va voir, et en commençant par se demander quels sont effectivement les aspects de cette ville invisible, avant de passer à la question de sa modélisation et puis de ses applications aujourd'hui, notamment dans le champ de l'urbanisme et de l'architecture. Commençons donc par Thomas Leduc. Donc on a vu ingénieur de recherche au CNRS, donc on va être sur une approche plutôt scientifique des choses, rationnelle peut-être, directeur du Créneau. Alors Thomas Leduc, donc moi la première question donc, que je souhaitais vous poser, donc c'est effectivement quels sont en fait les fondements, puisqu'il s'agit de votre domaine de recherche, donc dans le domaine de la perception visuelle de ce qu'on appelle la ville invisible. Voilà. Et donc quels sont ces modes de représentation sur lesquels vous travaillez aujourd'hui dans votre laboratoire et qu'apportent ces outils-là à la pratique de l'urbanisme et notamment dans ce qui se développe autour de la Smart City, hein, dont on a parlé aussi dans la première table. Voilà, je vous laisse développer. Merci Marine. Je voulais commencer par dire que le terrain est un peu mouvant quand même, parce que l'idée même d'associer ces termes, représenter l'invisible, hein, on sent bien qu'il y a une espèce d'injonction incompatible, donner à voir ce qui ne se voit pas, et qu'il va falloir essayer de dépasser la chose en toute humilité.
Alors d'abord, je me suis reposé la question en préparant cette table ronde, de savoir ce que, au sens de tous ceux qui m'ont précédé au sein du laboratoire, et puis d'un plus petit collectif au sein de ce laboratoire, qu'est-ce qu'on entendait par ville invisible. Je me suis demandé s'il ne s'agissait pas de la ville de l'exposition aux champs électromagnétiques et courants induits, parce que c'est des problématiques assez tendances. S'il ne s'agissait pas non plus de la ville des sons qui se propagent, notamment des sons qu'on doit à toute cette mobilité mécanisée qui n'arrête pas de longer le bâtiment depuis le début de la matinée. Est-ce qu'il ne s'agit pas de représenter ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire le vent en ville, mais qu'on éprouve et qui peut nous mettre en situation de confort ou d'inconfort. Et là, je fais référence aux travaux d'une jeune collègue, Ouda Belgassem, doctorante au sein du laboratoire. Alors, si j'avais un peu plus anticipé la sollicitation, j'aurais pu lui demander un visuel un peu plus élaboré. Ouda, elle travaille, j'ouvre une petite parenthèse, elle travaille sur le vent en ville, ce qui justifie qu'elle fasse de la CFD, des simulations de mécanique des fluides numériques sur des fragments urbains tels celui-ci, je crois qu'on est à Paris. Mais elle a une approche un peu particulière où elle se préoccupe du vide urbain, qu'elle squelettise et elle cherche à corréler la forme embarquée par ce squelette, qu'elle appelle squelette informationnel, avec ses résultats de simulation, pour voir si justement elle n'est pas capable d'identifier des vulnérabilités, des potentialités, au sens de ce vent qui circule et qu'on ne voit pas mais qu'on éprouve. Donc le vent, mais aussi la ville des particules fines qui accompagnent ces moteurs à explosion dont j'ai déjà parlé, qui peuvent éventuellement non seulement polluer notre atmosphère, mais aussi nos bronches, voire nos sous-sols. La ville des températures, qu'il s'agisse des températures d'air ou bien des températures de surface des façades. On a parlé tout à l'heure du changement climatique et de l'effet induit sur le phénomène d'îlot de chaleur urbain. On a beaucoup de collègues qui se préoccupent de toutes ces températures et de la manière de les représenter. Représenter, c'est aller au-delà de la seule présentation de valeurs moyennes, d'écart type. De la ville aussi, des réseaux enterrés. J'embraye sur toute autre chose. Les réseaux enterrés, problématique très, très pressante qui justifie qu'il y ait eu une réforme qui a été publiée assez récemment au journal officiel de la République française fin novembre, avec des reports de délai, parce que c'est des problématiques compliquées. Et en listant tout ça, et puis je m'arrêterai là, je me suis dit, mais j'ai l'impression, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'invisibilité, mais j'ai l'impression que j'adresse deux catégories d'invisibilité bien distinctes. La première, j'ai envie de la qualifier de transparence, parce que je manque un peu de vocabulaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Peut-être que ça a à voir avec ce qu'évoquait tout à l'heure Vincent, la notion d'échelle, ou bien ce qu'évoquait Stéphane, l'échelle spatiale, ou bien l'échelle temporelle qu'évoquait Stéphane. Transparence, par exemple, au sens de longueur d'onde incompatible entre le registre du visible, d'un côté, et puis l'infrarouge embarqué par les façades qui surchauffent. Ça, c'est une première des deux catégories. L'autre catégorie, j'ai envie de l'appeler la cape d'invisibilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que cette cape d'invisibilité, ça regroupe tout ce qui s'intercale entre l'observateur et l'objet de l'observation. Par exemple, les réseaux enterrés, que l'interface de sol nous empêche de voir. Voilà, ça c'était pour commencer, essayer de poser quelques grands principes. Dites-moi quand vous voulez que je passe à la prochaine. Oui, je vous préviendrai. Je vais essayer d'être rapide. Dans un article de 92, il y a une géographe américaine, Helen Cook-Lelis, qui, au sens de l'analyse des tissus urbains, distingue deux grandes approches ontologiques. Elle nous dit, d'un côté, il y a
des approches traditionnelles qu'elle qualifie d'atomistes, où on se préoccupe d'objets bien circonscrits, et puis de l'autre, il y a le plénum. Et le plénum, peut-être qu'on va pouvoir le voir avec cette orthophotographie de nuit qui va s'afficher. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez les lieux, mais quelque part, il y a le bras de la Madeleine et le cours Cambronne, la place Gralin, la place Royale. Ça, pour moi, je l'associe un petit peu à une espèce de négatif photochimique, si on faisait de l'argentique, de l'espace construit. C'est l'espace du plénum, celui qui n'est pas justement parfaitement bien circonscrit, celui qui se reconfigure au fur et à mesure qu'on arpente comme citadin l'espace urbain. C'est celui qui est mis en lumière le soir, et c'est celui qu'on retrouve dans cette orthophotographie de la ville de Nantes qui date de 2014. Ce plénum, c'est ce qui est à la base de nos approches. Quand je vous parlais, pour commencer, d'injonction incompatible entre représenter ce qui ne se donne pas à voir, j'ai envie de dire que nous, on en rajoute un petit peu une couche dans cette approche impossible parce qu'incompatible, c'est qu'on va essayer de donner à voir et d'analyser ce qui ne peut pas être vu, avec des outils dits visual-based, c'est-à-dire avec les outils de la visibilité. Je veux parler par là des isovistes ou cartes de vue du ciel qui ont été évoquées en introduction par Stéphane. En fait, on tord un concept, un outil méthodologique du registre de la visibilité pour essayer de qualifier l'espace qui nous environne immédiatement, celui qui nous sépare de tout ce bâti qui circonscrit justement ce fameux bassin de visibilité, ce fameux espace immédiatement accessible, celui qu'on peut accéder en lançant des rayons dans toutes les directions pour ceux qui feraient du lancer de rayons en informatique. C'est une manière d'appréhender panoptiquement, sur 360 degrés, ou 2 pi, ou voire 4 pi stéradians, l'espace dans lequel on est baigné. Cet espace, on peut aussi le concevoir dans un sens un peu énergétique. Et là, je vais faire référence très rapidement aux apports des sciences cognitives et à un monsieur qui s'appelle Poincaré, un vieux matheux, repris par Alain Berthoz. Poincaré nous dit « Localiser un objet dans l'espace, c'est simplement se représenter les mouvements qui seraient nécessaires pour l'atteindre. Ce n'est pas une question de se représenter les mouvements eux-mêmes, mais simplement les sensations musculaires qui les accompagnent. » Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est pour vous dire que Alain Berthoz, il l'a repris notamment dans un article de 2008, en nous parlant de ségrégation dans la perception de l'espace qui nous environne, qu'il soit visible ou moins. Non seulement au sens des proxémites, la proximité, mais aussi au sens des stratégies et des aires cognitives qui sont impactées. Claire nous a très clairement présenté une stratégie égocentrée, une stratégie sujet-centrée, où elle se déplace de son domicile à son lieu de travail avec une stratégie de route. Stratégie de route qui permet de faire abstraction de tout ce qui nous environne, mais qui restitue son impression de piéton qui se déplace. Il existe en alternative une stratégie plus en vision hélicoptère, stratégie allocentrée, stratégie dite de carte, qui offre un point de vue très différent. Non pas le point de vue de l'immersion, mais le point de vue qu'on n'a pas d'ailleurs, qu'on n'a pas réellement, à moins d'avoir un dispositif intelligent dans la poche, qu'on sortirait et qu'on aurait avec son smartphone le point de vue qu'on peut avoir vu du ciel, ce fameux point de vue allocentrique. On ne l'a pas, mais on peut l'imaginer. Il paraît que de ce point de vue-là, nous ne sommes pas tous égaux et nous avons chacun des approches bien particulières. Je reviens à l'idée de Poincaré et à l'idée de... Ah, il faut que je me presse, d'accord. À ces deux points de vue, une vision immergée, une approche visuelle de l'espace qui nous environne et cette approche physique. On peut essayer de les superposer et
Ça nous permet de nous aventurer sur des problématiques d'excentricité et tout plein d'autres indicateurs. Comme le temps de presse, je vais tout de suite vous parler plutôt de projets, de perspectives. À quoi ça sert tout cet attirail méthodologique? Ça va nous permettre typiquement de nous associer avec des collègues du BRGM, de l'IFSTAR et du CEREMA pour répondre à une attente de l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie, relative à la désimperméabilisation des sols. La désimperméabilisation des sols, c'est devenu une exigence avec ce changement climatique et ses effets induits d'îlots de chaleur urbains. Mais il ne faut pas désimperméabiliser n'importe comment, parce que le territoire, en sur-sol comme en sous-sol, présente des vulnérabilités. Désimperméabiliser, c'est aussi permettre aux pollutions d'accéder par exemple aux nappes phréatiques. Je suis très schématique. Et désimperméabiliser, c'est prendre le risque de laisser remonter dans l'atmosphérique tout plein de pollutions qui ne sont pas souhaitables. Donc voilà, les outils que j'ai pu vous présenter peuvent être dérivés pour nous associer aux autres équipes du consortium pour traiter justement de cette approche sur plusieurs niveaux d'échelle, en sur-sol comme en sous-sol, et avec plusieurs problématiques afférentes. Ça, c'était un cas d'application parmi d'autres. Tout à l'heure, on évoquait aussi la prolifération des données, et toujours dans cette même perspective du changement climatique, il faut savoir qu'on est associé actuellement avec un laboratoire de Montpellier, un laboratoire d'informatique de Montpellier, pour essayer justement de distribuer la charge du traitement de ce cloud, toutes ces machines qu'on ne voit pas mais qui polluent nos pôles et qui ont besoin de se refroidir. Et l'idée actuellement, ce serait d'arriver à tirer parti d'un dispositif mis en œuvre au LIRM, justement le laboratoire de Montpellier en question, qui a pour idée de distribuer les CPU sur chacune de nos toitures, chaque CPU devenant autonome, étant associé à un panneau photovoltaïque, histoire de bénéficier des apports d'énergie solaire directe et de pouvoir fonctionner. Le cloud ne serait plus dans les nuages, mais il serait plus proche de nous, et ça poserait des problématiques au sens des visibilités, au sens de l'exposition, de l'accès au gisement solaire, toutes choses pour lesquelles nos outils peuvent éventuellement servir. Merci beaucoup Thomas. Donc voilà une présentation extrêmement précise de cette dimension de la ville invisible dans sa partie perceptive spatiale, au sens scientifique du terme en tout cas, et donc on peut imaginer le nombre d'applications possibles et les enjeux. Donc là on est vraiment dans le registre de la recherche scientifique et appliqué à la ville, effectivement, ce que ça permet de révéler, de faire ressortir comme problématique de couche. On va alors du coup passer à une autre intervention pour passer exprès en fait à une dimension assez différente de l'invisibilité. Les choses peuvent se conjuguer aussi. Donc ça, charge à vous de l'inventer. Avec donc une présentation de Catherine Dominguez, qui est donc, on l'a vu, chercheuse à l'IGN et qui travaille plutôt sur des questions de cartographie, cette fois sensible, avec une approche du langage des cartes. Et alors, comme là on a exploré justement cette partie scientifique, maintenant on va revenir vers le sujet et voir ce que le sujet peut produire plus spontanément et qu'est-ce qu'il produit et quels sont les enjeux, non plus là en termes peut-être d'enjeux strictement scientifiques, mais peut-être d'appropriation sociale et d'action dans le champ de la ville. Voilà. Donc je vous laisse développer. Bonjour. Donc je vais essayer de répondre déjà tout de suite sur les aspects. On parlait de cartographie sensible, et c'est d'ailleurs le titre de l'atelier qu'on mène à l'EHESS. En fait, au fond, on n'est déjà pas tous d'accord sur la dénomination et sur ce qu'elle recouvre. Donc la définition que je donnerai de cartographie sensible ou plutôt perceptive, on s'intéresse à des informations qui sont perçues par les sens. Mais ces informations, elles sont déjà filtrées, puisque devant une même situation, on ne va pas tous voir la même chose, percevoir la même chose. Donc ces informations, elles sont déjà filtrées par nos sens et par notre personnalité. Elles vont être recombinées, et après, on va en rendre compte d'une manière cartographique.
Donc c'est sur l'articulation de ces différentes stratégies qu'on va travailler. Et on va tout de suite peut-être essayer d'ancrer cette démarche-là sur quelque chose qui est beaucoup plus classique, qui est celle par exemple des instituts géographiques nationaux. Pour faire une carte, alors que ce soit une carte, quel que soit le type de carte, on va dire qu'on a une démarche en plusieurs étapes, et en cartographie sensible, on va essayer de réinterroger chacune de ces étapes. Donc déjà, la première chose, et on en a déjà parlé ce matin, on ne fait pas une carte, une carte, elle n'est pas la réalité, elle est toujours un filtre de la réalité, et une carte a toujours un objectif. Et ça, c'est vraiment la première chose à faire quand pas à faire, c'est quelque chose qui s'impose. Faire une carte, c'est déjà réfléchir à ce qu'on veut dire. Et pour réfléchir à ce qu'on veut dire, on va avoir différentes étapes. Par exemple, on va se demander quelle est la zone que l'on veut représenter, donc arrivent les problèmes d'échelle. Sur cette zone-là, on va sélectionner des données, et puis on va représenter ces données avec une certaine symbologie, puis après on va éventuellement évaluer la carte. Donc dans cet atelier de cartographie sensible qu'on fait à l'EHESS, on va réinterroger ces différentes étapes. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut faire avec la cartographie sensible, du moins comment on pourrait voir les choses? On pourrait imaginer, nos problèmes, nos questions dans cet atelier, c'est voir qu'on peut avoir besoin, envie de représenter des informations perceptives d'une manière complètement classique, c'est-à-dire cartographie traditionnelle. On peut avoir besoin de représenter des informations perceptives avec une cartographie qui n'est pas traditionnelle. Et puis, on peut avoir besoin aussi de représenter des cartes, alors je ne sais plus ce que j'ai dit, mais des cartographies avec une cartographie traditionnelle, des informations qui sont perceptibles. Est-ce que j'ai une collègue de l'atelier, non, j'en ai oublié un. Donc, des cartographies, une information traditionnelle avec qu'on a l'habitude de voir sur des cartes, avec une cartographie traditionnelle ou perceptive, et puis après des informations perceptibles avec une cartographie qui est de l'ordre du perceptif. Qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus Les usages potentiels. Non, je vous en prie. Sur les usages qu'on a un peu détectés de la cartographie sensible dans le cadre de l'atelier, oui, ça c'est des typologies, on en parlera peut-être de typologie des cartes. On est quand même dans une école, donc l'école de l'EHESS, et donc on a affaire à des étudiants en sciences sociales, qui utilisent en particulier, qui ont besoin de ce type de représentation en termes de prise de notes. C'est prise de notes localisées. C'est-à-dire qu'eux réfléchissent avec une espèce de représentation localisée, cartographique, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils perçoivent, de ce qu'ils veulent étudier, de ce qu'ils entendent. Ce type d'utilisation, il est aussi extrêmement important pour des supports de dialogue dans les cadres de terrain. En sciences sociales, il y a des terrains, et donc les étudiants utilisent cette représentation pour discuter avec des interlocuteurs qui ne sont pas toujours très à l'aise avec des cartes qu'on va dire traditionnelles. On a eu aussi des exemples d'utilisation qui sont liés à une communauté, c'est-à-dire qu'on va faire une carte peut-être perceptive, mais surtout collaborative, parce qu'on s'intéresse à une communauté de gens qui partagent ou bien un territoire, ou bien des préoccupations qui sont liées à un territoire. Et dans ce contexte-là, ce processus collaboratif va permettre déjà d'interroger une communauté, de faire en sorte de créer un processus éventuellement de consensus entre des personnes, en aidant aussi les uns à s'exprimer d'une manière verbale, les autres à s'exprimer d'une manière graphique. Il se crée des collaborations à l'intérieur du groupe dans le processus de création de cette carte. Et ce qui est important en sciences humaines, c'est qu'on va accepter, ou du moins on va utiliser ce support-là pour articuler ce qui est singulier avec ce qui est partagé. Et en sciences sociales, on insiste beaucoup sur cet aspect-là. Alors là, je vais parler plus du côté linguistique. On a tous entendu parler de big data, de corpus absolument gigantesques qu'on peut acquérir sur le net.
Et on a l'impression que parce que l'on a beaucoup de données, on va effectivement accéder à la totalité d'un phénomène. En sciences humaines, on va voir les choses d'une autre manière. On va dire qu'on va, à travers des expériences singulières, arriver à reconstruire non pas le phénomène en entier, dont on est assez conscient qu'on n'y arrivera pas, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas avec les big data, et avec l'approche statistique. Donc on va s'intéresser à des singularités, à des témoignages singuliers, et on va, en les combinant, avoir une certaine visibilité d'un phénomène plus global qui nous intéresse. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de phénomène en question, peut-être sur le champ par exemple, social ou politique? Oui, sur la perception d'un territoire. C'est-à-dire que autant de personnes vont explorer un territoire, une zone, vont avoir des perceptions différentes, et différentes au sens du processus de création de la carte dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des informations différentes selon nos centres d'intérêt, selon nos préoccupations du moment ou de la personne en tant que telle. On va les combiner d'une autre manière, donc on va créer des perceptions différentes, et puis après on va peut-être envie d'en rendre compte de manière différente. Et c'est ça, cette espèce de phénomène à vision plurielle ou à couche plurielle qu'on va essayer de faire, non pas, enfin coïncider, on va en parler d'une manière géographique, mais on va essayer de les combiner, on va essayer d'arriver à une espèce de consensus entre personnes pour décrire le phénomène qui nous intéresse. Et on est attaché à cette vision plurielle j'aime pas trop le terme vision, mais cette perception plurielle du phénomène qui nous intéresse. D'accord. Est-ce que vous avez aussi un exemple là-dessus, un complément en une minute? Parce que j'ai dépassé mon temps, c'est ça? Pardon? J'ai dépassé mon temps, c'est ça? Non, il en reste un petit peu. Mais... Pour interpréter ça, en fait, on a fait une espèce de typologie des cartes que l'on avait obtenues dans cet atelier. Je vais le dire en 2 mots, l'atelier il est quand même fondé sur des modes opératoires. Différentes séances, à chaque séance on a un mode opératoire différent qui est censé mettre en question des modalités, enfin des réponses aux questions de création d'une carte que j'ai exposée tout à l'heure. Donc on va s'intéresser à la représentation, on va s'intéresser à la sélection des données, on va s'intéresser aux étapes, et on va créer un mode opératoire qui permet d'explorer cette étape-là. Et donc, dans ces modes opératoires-là, on a fait une espèce de mini-typologie des cartes obtenues. Des cartes qui conservaient quand même la notion de topologie et de localisation au sens sens physique du terme. Comme dans le type 1, on a encore une métrique entre les différents éléments qui sont cartographiés, qui sont représentés. Dans le type 2, on a, et ça se voit dans la manière dont les étudiants représentent leur exploration, on va de proche en proche. C'est-à-dire qu'un point, il n'a pas d'intérêt parce qu'il est localisé quelque part, il a une localisation qui dépend du point précédent. Et on avance comme ça dans un trajet, dans une exploration, dans l'exploration d'une surface. Et puis, un troisième type de cartes, qui sont des cartes qu'on va peut-être appeler mentales, mais je ne suis pas tout à fait sûre que ça recouvre l'acception que vous en donniez, sont des cartes où on va représenter des éléments qui sont importants dans l'exploration, avec une espèce de lien qui peut changer. Donc là, on a plusieurs modalités du lien entre les différents lieux. Quelque chose de linéaire en haut, puis là, c'est vrai que c'est pas très visible, mais on voit ce que représentent les différentes étapes. Après, on a quelque chose de complètement linéaire en bas, où on s'intéresse au lieu et non pas à la manière de passer de l'un à l'autre. Et dans une troisième modalité, où on a quelque chose, j'ai complètement oublié ce que ça signifiait pour dans la tête de celui qui en parlait, mais quelque chose qui est beaucoup plus organique, une espèce de développement qui n'est plus linéaire. D'accord. Juste un point, peut-être, on parlait de comment elles sont utilisées, ces cartes mentales, enfin ces cartes collaboratives ou ces cartes sensibles. Je voulais parler de cette espèce de processus de reprise du pouvoir par des collectivités, enfin par des groupes. Et ça, c'est une démarche qui a été beaucoup mise en place et beaucoup utilisée
dans des cas ce qu'on appelle de la contre-cartographie, une espèce des mouvements de cartographie alternative, dans lesquels la manière de représenter, les objectifs de la représentation ne sont pas ceux, par exemple, des États, mais des populations populations souvent autochtones, qui étaient là donc avant l'État, donc qui maintenant administre la zone. Et ces cartographies alternatives, elles permettent de réinterroger aussi les étapes dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que déjà, avant de réinterroger l'étape, on réinterroge même la démarche, c'est-à-dire que cette démarche cartésienne, qui est produite par les populations, par les États, par les SIG, les systèmes d'information géographique dont on parlait tout à l'heure, est quelque chose qui peut être rejeté par les populations parce qu'elles ne rendent pas compte de leur manière de percevoir l'espace. Et donc, déjà, le support n'en rend pas compte, la démarche n'en rend pas compte. Et puis ensuite, des populations ont envie de s'intéresser à des sélections de données qui ne correspondent pas à celles qu'on trouve dans les cartes topographiques et les cartes des instituts. La cartographie, elle est sur un support qui n'est pas un support pérenne. La cartographie peut se faire par l'intermédiaire de processus cognitifs ou de l'intermédiaire de démarches des performances. Le rêve peut permettre à certaines personnes élues du groupe de rentrer en communication avec d'autres puissances, d'autres éléments du groupe qui sont décédés, qui n'existent plus, enfin en termes occidentaux, des personnes qui sont mortes, mais des personnes du groupe vont rentrer en communication avec ces éléments-là qui, eux, ont une vision du territoire qui est important pour la communauté, parce qu'elle représente une ascendance, un ancrage dans le territoire, dans les coutumes, dans la manière de vivre le territoire dans lequel ils sont localisés. D'accord, merci. Merci Claire Dominguez. Donc on a exploré une deuxième, disons, polarité de cette dimension de la ville invisible. Après, les limites du visible, ensuite une approche un peu techno, je n'ose pas dire technocratique, mais enfin, là, on a une vision assez rigoureuse et puis qui se veut objective du territoire. Là, on rentre sur une part plus subjective, mais on voit aussi que ça peut être producteur quand même d'informations, notamment d'informations stratégiques ou de modes de perception de l'espace oubliés, inaperçus par effectivement des modes de représentation plus objectifs des cartes. Donc deux dimensions pour deux enjeux d'appropriation ou de formes d'application différentes. Est-ce que, donc, Claire, vous pourriez peut-être compléter sur cette partie, donc on revient un peu sur vos travaux, puisque là on a parlé de l'intérêt des cartes mentales pour se représenter des trajets, des choses qui ne sont pas représentées traditionnellement sur les cartes, mais qui par contre font référence au ressenti de l'individu. Donc nous dire ce que ça apporte justement de votre point de vue, peut-être en complément de ce que disait Madame Dominguez, à l'expérience de la ville. Et en quoi ça permet de peut-être d'enrichir le travail des urbanistes, des architectes. Alors oui, cette question-là, elle peut être aussi sur le rôle de l'artiste au sein de la cité. Voilà. La part de l'imaginaire, alors effectivement, comme j'ai rencontré déjà des architectes, donc c'est un milieu qui à la base qui est nouveau pour moi, et à l'issue de ces rencontres, je vois qu'il y a des différentes démarches des fois dans lesquelles les projets se construisent, et il y avait eu une démarche que j'avais trouvée intéressante par rapport aux cartes mentales qui avaient été faites sur un quartier. En fait, il y avait eu on prenait en compte les habitants et l'usage des habitants, et les habitants avaient dressé des cartes de leur circulation au sein d'un territoire. Et ces cartes avaient servi en fait de matière pour concevoir un projet. Mais il y a une dimension qui est un peu, comment dire, des fois peut-être oubliée. C'est qu'en fait il y a comment dire, un besoin d'aller-retour. Voilà, un besoin d'aller-retour qui est pour le coup invisible parce que ça demande un temps de contact pour saisir l'imaginaire et saisir la dimension invisible de pratique
de gens qui vivent en ville et qui imaginent, qui vivent, qui ressentent, qui perçoivent, qui habitent. Il faut un temps qui est assez long. Et aujourd'hui, l'artiste, à travers les résidences, donc il y a l'État met de plus en plus de résidences d'artistes au sein de territoires. Il y a des résidences d'artistes aussi en lien avec des architectes pour repenser justement cette relation et apporter justement ces éléments sensibles qui peuvent être sensibles et émotionnels et imaginaires. Donc là, on a plusieurs plans qui ont besoin d'un temps d'analyse et d'intégration par le point de vue des urbanistes et des architectes. Et alors, quels sont les outils justement qui permettent de le présenter, oui. de le représenter, de le mettre en forme, de le rendre visible? Voilà, de le rendre. Alors pour le rendre visible, donc par exemple, moi mon travail rend visible et rend compte d'une expérience qui est individuelle. Le temps de partage avec le public permet de rendre compte, à partir du moment où on parle de sa propre expérience, les autres se mettent à parler aussi de leurs propres expériences. Et après, il y a des ateliers. Moi, c'est vrai que des fois, j'interviens auprès des publics sous forme d'ateliers où j'utilise, où je développe des outils sans forcément en prendre conscience, d'outils de cartographie qui vont se baser sur les sens, en fait. Donc l'ouïe, alors les 5 sens, mais pas seulement que les 5 sens de la perception, mais aussi la partie fictionnelle, finalement. Et donc là, on rentre dans un tout autre registre et dont les enfants, par exemple, sont très prolifiques. Voilà. Donc après, voilà. Et après, l'artiste, lui, utilise les médiums et des outils pour communiquer ce qu'il a envie de dire. Mais je pense que la présentation que j'ai faite au départ était une excellente, une bonne. Très prétentieux de dire excellente. Un bon moyen en tout cas de communiquer. C'est juste. Mais c'est vrai que cette partie fictionnelle est un outil qu'on utilise justement dans les méthodes de participation ou de coproduction de projets en urbanisme, donc la mise en récit, qui fait appel à l'imaginaire et qui, à travers la projection de scénarios, permet justement de fabriquer la ville. Et c'est peut-être des ressources qui, même je trouve, peut-être qui méritent encore d'être développées davantage que ce qui existe aujourd'hui. Alors après, moi je suis pas une experte dans le domaine, donc c'est vrai que je vais avoir moi le point de vue finalement du grand public, puisque moi en tant qu'artiste je développe des projets, mais je suis pas issue du milieu de l'architecture, donc là c'est quelque chose que je rencontre et que peut-être il y a des personnes et même des structures qui développent cet aspect-là. Voilà. Oui, je n'aimais pas une critique par rapport à ça. Je rends compte de moi ma perception en tout cas. Ouais, c'est tout l'intérêt. Alors pour terminer cette table ronde, donc on va aborder en creusant toujours cette dimension de la ville invisible, mais la part cette fois plus sensorielle de la ville, et notamment par le prisme des publics qui ont justement des difficultés ou qui rencontrent des difficultés particulières de perception. Vous allez nous en parler, par exemple, les gens qui sont aveugles ou qui ont des problèmes de vue ou d'autres. Et comment naviguent-ils en ville, comment peuvent-ils l'apercevoir et comment cette perception justement permet aussi d'avoir des modes de représentation de la ville et de traduction de son expérience renouvelés. Voilà. Et donc, est-ce que vous pouvez nous présenter ça ? Alors oui, tout à fait. Donc peut-être juste pour situer un petit peu le cadre de ce travail que donc je mène depuis 7 ans à l'école de design, au Design Lab Ville Durable, on travaille sur l'accessibilité du patrimoine, aussi donc des centres historiques, aussi accessibilité à la culture, enfin voilà, de manière très large, cette question de l'accessibilité qui est devenue maintenant plutôt ce qu'on appelle la question de la qualité d'usage, encore au sens plus large, c'est-à-dire que ouvrir au-delà de la notion seulement du handicap, mais plutôt de la notion de confort ou d'inconfort, et parler plus de situation de handicap que de personnes handicapées. Donc ça, c'est un petit peu le cadre de recherche qui fait que chaque année, on travaille avec les étudiants dans le cadre d'un workshop
pour questionner ces thématiques-là et les thématiques d'accessibilité de la ville. Et ce qu'on a fait donc l'année dernière, c'est travailler sur la manière dont on peut se guider dans la ville, se repérer, en étant en situation de handicap, notamment handicap sensoriel ou cognitif ou même physique. Donc on intègre vraiment ces trois grandes catégories de handicap. Et donc là, ce que je vais présenter, c'est un peu l'approche pédagogique qu'on a eue sur ce sujet-là. Donc là, il y a un premier document où en fait l'objectif était donc assez simple, c'est de demander aux étudiants en une semaine de produire un dispositif signalétique pour se repérer dans la ville entre la gare de Nantes et le château. Donc voilà, il fallait simplement créer un dispositif qui soit accessible à tous, alors pas forcément à tous en même temps, c'est un peu des fois les limites aussi du design, ce qu'on appelle le design universel, où avoir un dispositif qui marche pour tout le monde, c'est compliqué. Et finalement, la question des différents acteurs qu'on trouvait tout à l'heure, qui a été évoquée sur la première table ronde, comment faire en sorte qu'une cartographie soit lisible par des acteurs très différents, on la retrouve exactement au niveau des usagers avec des besoins et des possibilités différentes. Ils ne vont pas du tout avoir les mêmes outils qui vont leur permettre une accessibilité. Et donc, pour faire ce travail-là, en fait, on a vraiment fait un travail de perception de la ville. On a commencé par un travail d'immersion dans la ville. Donc, on a fait le parcours urbain avec les étudiants, mais en essayant de travailler un peu sur la modulation des différents sens, pour apprendre à mieux voir. C'est-à-dire, quand on parle à mieux voir ou à mieux percevoir, pour être quand même plus large que juste la question de la vue. Et moi, c'est ce que ça m'évoque aussi un petit peu, l'interprétation de l'intitulé « La ville invisible ». Évidemment, il y a des éléments qu'on ne peut pas percevoir, mais il y a aussi plein d'éléments qu'on ne perçoit pas, mais si on y met un peu d'une autre, on arrive à les percevoir. C'est-à-dire qu'en fait, on a une énorme marge d'amélioration de nos qualités perceptives. Et c'était ça l'objet de la première journée de workshop, c'était de tester ce potentiel d'amélioration, déjà, comment on peut affiner notre acuité visuelle, notre acuité auditive, olfactive, notre présence en fait à la ville et notre présence au monde plus largement, et comment de ça on peut en faire une matière, une donnée en fait, qu'on va pouvoir réinterpréter, et ensuite on va se poser la question de comment je la transmets à différents publics. Et donc il y avait vraiment cette idée que le corps en fait est déjà un capteur, et un capteur très performant et qui peut encore améliorer sa performance si on l'y aide un petit peu. Donc la première journée, c'était donc une déambulation urbaine. Juste avant de faire cette déambulation, on a fait un peu une expérimentation, on a fait une méditation avec les étudiants. Donc pour les inviter à être peut-être plus présents aussi à leur corps, à l'instant présent, à ce qui se trouve autour d'eux, réévoquer, on parlait des 5 sens, réévoquer leur sensorialité. Donc c'est une méditation qui intégrait notamment le fait de se rappeler un goût, une odeur, une lumière, etc., qui est agréable pour soi, pour essayer de venir rééveiller en fait cette partie-là du corps. Donc on fait ça, et ensuite on est parti en déambulation urbaine, et pendant cette déambulation, nous avons la même pratique. Voilà, d'accord, très bien. Et donc en partant en déambulation, l'idée c'était de jouer un peu avec les sens et donc de les moduler. Quand on ne voit pas, on écoute mieux ou on sent mieux. Donc c'était jouer avec ça, c'est-à-dire qu'on est parti avec des masques, avec des casques pour complètement bloquer l'audition, et on modulait. Soit on avait tous les sens ouverts, soit on avait la vision cachée et on écoutait la ville, mais on prenait le temps d'écouter. C'est-à-dire que c'est aussi une pratique qui demande de se poser au moins 1 minute, 3 minutes, écouter la ville. C'est autre chose que de passer sans l'entendre. C'est un petit peu ce que tu évoquais tout à l'heure sur pour moi, le trajet quotidien. L'idée, on le fait, il est rectiligne, et en fait, on est déjà ailleurs, on est déjà en train de penser à sa journée de travail, etc. Et donc, c'est faire l'expérience d'essayer d'être présent et voir ce qu'on en retire comme information. Donc voilà, on modulait ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les étudiants qui connaissent la ville de Nantes l'ont redécouverte en fait. Et en fait, ils ont découvert notamment, même au niveau visuel, je dis même au niveau visuel parce que c'est le sens qui est très utilisé quand on est voyant. Donc on se repère énormément avec ça. Beaucoup de références même dans la manière dont on évoque les choses, dont on parle de la ville, sont visuelles. Mais même sur ce sens-là, prendre le temps de regarder, en fait, les étudiants ont perçu notamment des points de vue qu'ils n'avaient jamais perçus. On voit la cathédrale depuis tel point, etc. Et en fait, c'était intéressant. Évidemment, sur l'écoute aussi, parfois d'être surpris par ce qu'on entend.
on n'entend pas forcément ce que le cerveau, le mental s'attendait à entendre. Donc il y a aussi ce décalage-là, et prendre le temps de l'écoute, ça permet de sentir et d'éprouver ce décalage-là. Donc ça, c'était l'objet de la première journée. Le premier défi qu'on leur a posé, c'est d'essayer de retranscrire à travers une carte sensible ces impressions-là. Alors là, et le troisième défi, c'est de faire un dispositif de signalétique. Donc peut-être qu'on peut passer sur les 2 premières images, et j'y reviendrai après, pour voir plutôt la vidéo, qui est peut-être après. Et donc certains ont fait des installations. Alors notamment la petite vidéo qu'on va voir, c'est un fragment d'une installation qui a été mise en place par un groupe d'étudiants sur la représentation sonore. Donc eux, ils ont... Alors forcément, c'est difficile de traiter des 5 sens en même temps. Donc certains se sont focalisés sur 1 ou 2 sens sur leur parcours, mais tout le monde est sur le même parcours, donc les 5 groupes qui travaillaient ont fait 5 visions sensibles du même parcours. Donc il y a aussi cette idée de superposition qui est intéressante. Ce groupe-là, en fait, le premier groupe avait travaillé donc sur le son, et en fait il cherchait à représenter le son à travers un élément visuel, mais un élément visuel en mouvement, parce que le son, pour eux, ça se représentait comme ça. Et donc ils ont travaillé sur voilà, une sorte de plan, de petits plans d'eau, sur lequel ils jetaient des gouttes d'encre qui correspondaient, si elles étaient plus ou moins importantes, ou plus ou moins jetées de loin, à des ondes de son différentes, en fait, à des sons qu'ils ont captés différemment. Donc l'installation complète, elle avait un plan sur lequel était projeté, d'ailleurs non, même une maquette, sur lequel était projetée cette vidéo, avec le fond sonore en supplément. Et donc pour eux, c'était leur manière de raconter ça. On parlait de synesthésie tout à l'heure, mais c'est de dire comment je raconte du son. Finalement, ils auraient presque pu le raconter sans la bande sonore. Ça aurait été encore plus fort. Et comment je raconte du son avec du visuel, et comment je raconte de l'olfactif avec du sonore. Enfin, en fait, on peut croiser complètement les choses. Après, ça pose la question de la singularité de la démarche ou de son universalité. Quand est-ce qu'on arrive à trouver des éléments qui peuvent évoquer de manière universelle, ou en tout cas commune, à un groupe de personnes, voilà, du sensible, et comment ça peut évoquer des choses similaires. Donc ça, c'est la question qui est ouverte, mais qui est intéressante. Et donc voilà, chacun avait travaillé un petit peu sur des entrées différentes. Un des groupes a travaillé sur la question du toucher dans la ville. Alors la ville, on n'ose pas trop la toucher, on est un petit peu à distance, elle est un petit peu sale, on ne sait pas trop. Eux, ils sont allés là-dessus, ils se sont dit, finalement, pour quelqu'un de déficient visuel, c'est effectivement beaucoup les repères tactiles qui vont être importants. On parlait tout à l'heure, les questions d'accident. Finalement, c'est autant de repères, c'est autant de rythmes, et c'est ça le motif de la ville. C'est un motif qui est tactile, qui est ressenti de cette manière-là. Et donc, ce groupe-là a travaillé sur la caractérisation de motifs bien différents dans chaque fragment du parcours. Donc, ils ont essayé d'identifier des éléments particuliers, saillants, pour en faire en fait des éléments d'identité pour se repérer dans la ville. Et donc ils sont partis du motif tactile pour en faire un motif tactile et visuel. Et donc leur dispositif c'était la cartographie qui relatait ce répertoire en fait de données, et leur dispositif c'était un carnet guide avec un papier gaufré qui reprenait les motifs et les motifs visuels contrastés, puisque en cas de malvoyance, effectivement, on ne voit pas les contrastes, mais en cas de non-voyance, on ne voit pas les contrastes, mais en cas de malvoyance, on peut les voir s'ils sont assez prononcés. Donc il y avait ce double jeu. Ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que quand on fait des plans tactiles, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en voir, mais beaucoup de musées, de lieux publics en mettent en place aujourd'hui, on part d'un motif qui est graphique, qui est visuel en fait au départ. Donc on va matérialiser ce qui était avant des hachures ou des points en motif tactile pour en faire des points saillants, des hachures saillantes. Donc on part d'un schéma visuel en fait. Là ils ont fait l'inverse, ils sont partis d'un schéma, d'un motif tactile pour en faire un motif graphique. Donc il y a complètement un retournement de situation dans la manière de représenter la ville et dans la manière de rendre visible ce qui n'est pas visible pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de toucher ou d'être attentif au toucher de la ville. Donc c'est aussi rendre une dimension visible à quelqu'un qui est finalement voyant. Bah finalement, la dimension tactile, on l'aperçoit certainement moins, on y est moins attentif. Et donc là, c'est une manière de la révéler. Donc voilà pour ce groupe-là. Et puis la première image, on peut revenir dessus. C'était un travail signalétique où finalement, ce groupe-là avait remis en question la notion de plan et de carte. Et en fait, plusieurs groupes ont fait ça en se disant, là, eux, ils travaillaient vraiment sur l'accessibilité physique
donc pour une personne en fauteuil ou à mobilité réduite, et aussi l'accessibilité pour une personne déficiente visuelle. Et donc, ce qui les intéressait, en fait, eux, c'est les effets de relief dans la ville et les effets de motifs au sol, de motifs tactiles. Et donc, en fait, ils sont partis de ces éléments-là, ils ont essayé de les représenter en carte au départ, mais ça marchait pas parce que finalement, représenter un relief en cartographie, c'est pas le plus évident. On sait le faire, mais finalement, c'est peut-être pas le plus parlant. Et donc, ils sont orientés vers la coupe, parce que finalement, ils se sont rendus compte que toute leur représentation de leur parcours était en coupe. Et donc, voilà, on s'est dit, faut aller jusqu'au bout de cette idée-là. Et donc là, c'est pareil, c'est une coupe qui est un peu, caricaturale, parce qu'en fait, ils sont obligés de forcer le trait à l'échelle de représentation, de forcer le trait sur les déclivités, sinon on ne les percevrait pas. Et ils acceptent ce levier-là en se disant, voilà, on caricature, on grossit le trait sur ce point-là pour le rendre tangible. Donc en gros, c'était une coupe qui était tactile aussi, donc on pouvait suivre avec le doigt les mouvements en fait, du terrain. Et à chaque séquence, ça renvoyait à une légende qui est en partie basse, qui est une légende tactile, où on renvoyait à des motifs au sol qu'on allait trouver, donc à la canne blanche qu'on allait percevoir. Donc il y a à la fois une vision globale sur le parcours entier, et puis à la fois une vision vraiment micro sur des choses très sensibles, très, très fines. Et ils essayaient de travailler sur ces deux échelles-là et finalement caractériser les séquences de leur parcours à travers ces motifs-là. Donc c'était une manière de rendre peut-être une partie de la ville invisible ou imperceptible, en tout cas plus perceptible pour tous. Et entre eux, ils ont testé leur dispositif et ça leur permettait de se rendre compte aussi que la vision d'un autre groupe était complémentaire de la leur et que finalement, ce qu'eux n'avaient pas forcément perçu, d'autres l'avaient perçu et ça se complétait de cette manière-là. Donc voilà, c'était ce travail-là sur la qualité d'usage. Et puis il y a eu d'autres projets comme ça, où justement un autre qui travaillait sans carte aussi, mais en révélant simplement des points de vue urbains, en faisant des travaux de cadrage, pareil avec un livret embarqué, on pouvait cadrer des éléments pour se dire, tout le monde ne sait pas lire une carte non plus, tout le monde n'est pas à l'aise pour lire une carte, il y a des gens qui ne se repèrent pas du tout dans l'espace, et c'est plutôt révéler des éléments saillants du réel qui vont leur permettre de se repérer, mais de construire une représentation de l'espace qui leur est propre, mais qui leur parle et qui leur permet une certaine autonomie. Donc voilà, en gros un petit peu les différents travaux qui ont été réalisés. Oui, merci, j'aime bien le terme, effectivement, qualité d'usage, parce que là, il s'agit de ça, dans les différents travaux que vous menez, de révéler ces dimensions-là, qu'on a regroupées là, sous le terme ville invisible, mais on voit que ça recouvre énormément de champs différents. Et effectivement, la partie oubliée, sensorielle, qui est ressentie par tout un chacun quand on fait l'expérience de la ville, mais qui n'est pas forcément représentée, cartographée, matérialisée comme telle, peut-être parfois un peu moins bien considérée, alors qu'elle influence clairement l'expérience de tout un chacun. Donc aujourd'hui, voilà, nouveau défi peut-être pour les designers, les urbanistes, de réussir à révéler ces dimensions-là et donc à trouver des moyens de les partager. On a terminé pour cette première partie, on va passer à quelques réactions du public sur ces différentes composantes, sur ces différents sujets. Juste simplement sur le travail de Claire, t'as pas trop parlé de la dimension collective que tu fais faire à des enfants, il me semble, si j'ai bien suivi ton travail. Oui. Ça me paraît quand même assez intéressant, je m'attendais à le voir. Je m'attendais à le voir là, mais peut-être tu peux en parler un petit peu. Oui, d'ailleurs, j'ai failli vous couper la parole. Enfin, j'avais envie de rebondir sur un travail. Alors c'est vrai que je l'ai pas mené ici, donc il s'appelle Collective Mental Map. Donc c'est un travail qui est le prolongement en fait de ma démarche artistique et de ma démarche d'artiste liée à cette notion de carte mentale. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de développer un projet pédagogique avec des enfants mais aussi avec des adultes autour de la création d'une carte mentale collective sur un lieu. Donc j'ai développé, oui, effectivement, ce projet dans plusieurs écoles et puis aussi dans un module en école d'archi, mais sur la partie son. Et voilà, alors il y a la carte mentale là, il y a une carte mentale qui est sculpturale, qui est liée
au visuel. Mental Map concerne ma relation au visuel, et Collective Mental Map est très lié à ce que vous pouvez faire dans les projets que vous avez présentés liés aux 5 sens. Et le projet donc s'articule en plusieurs séances. Il y en a une première qui va concerner justement le développement de la perception. Donc c'est aussi à travers la méditation et à travers différents jeux qu'on va mettre en place qui vont révéler tous les sens. Donc il vise à faire prendre attention aux sens. Et puis, assez rapidement, on fait une balade autour de l'établissement du lieu. Et donc le groupe va travailler en binôme et va avoir, en fait, il y a un parcours qui est défini, que je vais définir. Je vais le définir en fonction du lieu, du territoire, que je vais trouver intéressant parce qu'il va y avoir tel phénomène sonore ou tel phénomène visuel ou tel phénomène tactile, s'il y a du vent par exemple, voilà, donc vraiment lié au sens. Et il va y avoir différentes balises qui vont être posées et le binôme va être attentif à ce qui se passe entre deux balises. Donc c'est une balade silencieuse, et les deux personnes doivent ressentir sur les 5 sens ce qui se passe entre deux balises. Donc quand ça marche très très bien et que le groupe a vraiment été préparé, l'expérience en elle-même de la balade est déjà humainement extrêmement forte. Et quand on revient, il y a un premier atelier de dessin où ils vont dessiner ce qui se passe entre les deux et essayer là la question se pose de comment décider ce qu'on a perçu, ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a perçu, donc par les 5 sens. Le goût, alors là on se retrouve, en général il n'y en a pas beaucoup, mais du coup ça permet aussi de prendre conscience quels sont les sens que l'on privilégie aussi. Et puis à partir de ce dessin, il y a la confrontation, vu qu'ils sont deux, de qu'est-ce qu'on va choisir dans les deux perceptions. Donc là aussi, il y a il y a beaucoup de matière en fait à partager. Et après, à partir de ces dessins-là, on utilise un logiciel de 3D pour le dessiner en volume. Donc là vient l'intervention, le filtre du logiciel. Donc il faut pouvoir contrecarrer ce que les informaticiens ont mis en place pour justement pouvoir être au plus proche de ce que l'on dessine, parce que le logiciel influence l'esthétique, peut influencer l'esthétique de ce qui est dessiné. Donc là il y a un autre filtre, et après je récupère l'ensemble des fichiers et je les ensemble et j'en fais une sculpture par l'impression 3D. Et donc là on se retrouve avec une forme qui a tous ces éléments là. Que d'exploration. Ouais, beaucoup d'exploration. Le processus est vraiment intéressant, donne beaucoup d'idées, je trouve. Notamment sur tout ce qui est concertation, expérience, récit d'expérience. Et d'ailleurs, même quand je fais cet atelier-là, je l'ai développé pas mal de fois, et ce n'est que au bout de la huitième occurrence que je suis arrivée jusqu'à la fiction. Voilà. Et là, au bout de 8 fois, 8 classes, on arrive, parce que j'ai affiné la manière de... Je suis allée plus loin. Oui, donc, voilà, c'est ça. Parfait. Martin, on s'arrête là ? On s'arrête là ? On s'arrête là. On a vu beaucoup de choses. Merci à tous. C'était très intéressant. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a mis en appétit. D'une manière générale, donc... Merci. Donc merci à tous et puis merci à Marie effectivement. Et puis derrière, de manière plus large, j'en profite pour remercier encore une fois Sur Mesure qui nous a accompagnés sur cette journée, sur d'autres temps du site. Puis évidemment l'équipe du Créneau qui nous a aussi accompagnés tout au long de ce cycle. Voilà, donc je vous dis rendez-vous, donc comme dit tout à l'heure, à 14h30 pour ceux qui participent aux ateliers cet après-midi. Donc on décale une demi-heure pour se laisser un peu de temps entre midi et 2.
Comme dit tout à l'heure aussi, il y a un espace qui est en accès libre, même si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez passer faire un tour pour découvrir ce qui a été fait lors d'ateliers qui ont eu lieu la semaine dernière et il y a un mois, dont des cartes subjectives ou cartes sensibles, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Voilà, et puis sinon, je vous dis encore une fois merci, et puis sans doute à bientôt.